J'ai eu le plaisir de participer à une très 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 belle dégustation, j'insiste, absolument incroyable, autour d'un cépage qui est la ligotée. Alors la ligotée, c'est pas un cépage que la plupart des gens considèrent comme étant un cépage noble, bien entendu. Le roi en Bourgogne, c'est le chardonnay, ça peut pas être euh, la ligotée. À la rigueur, peut-être le pinot blanc, mais pas, voyons, pas ça, quoi, pas ça. Surtout, la ligotée, on l'utilise dans des kirs. Le kir de Bourgogne, c'est de la ligotée avec la crème de cassis de Bourgogne. Donc, ça n'a pas de sens de faire une belle dégustation dans un endroit gastronomique autour d'un cépage à ligotée. Eh bien, détrompez-vous, c'était absolument incroyable. Le cépage à ligotée est un énorme cépage, énorme. Moi, j'ai eu l'occasion de le déguster à plusieurs reprises. Et en particulier, il y a des grands noms du vin qui s'intéressent, des grands domaines qui s'intéressent à la ligotée. Il y a même un clos en Côte de Nuit, qui est un clos qui est 100%, qui est sur Moret-Saint-Denis, en premier cru, qui est planté à 100% en cépage à ligotée. Donc on n'imagine pas que la ligotée puisse être en premier cru. Et puis quand on pense au plus grand des rouges, on pense à la Romanée-Conti, on pense évidemment à la famille de Vilaine, la famille de Vilaine a un domaine, qui est le domaine de Vilaine, qui se trouve dans la côte chalonnaise, et il y a tout un, un ensemble de parcelles qui sont sur une appellation qui est uniquement plantée en aligoté et qui est l'appellation Bouzeron, qui est considérée comme étant un royaume pour ce cépage. Mais il ne faut pas non plus oublier que Lalou Bise-le-Roi, la grande Lalou, un de ses vins emblématiques en blanc, est dans le domaine d'Auvenay, mais aussi au domaine Le Roi et autour du Bourgogne-Aligoté. D'ailleurs, nous avons dégusté un de ces vins ce soir-là. Et plus récemment, j'ai eu l'occasion de goûter de superbes aligotés, deux aligotés avec Tino Kuban, les jardins vivants, et je peux vous dire que le cépage aligoté peut atteindre un niveau largement comparable au meilleur chardonnay, je le dis, même au Montrachet. Après cette introduction qui, j'espère, vous a éclairé, vous a donné envie. Donc, la dégustation était organisée par un ami qui est caviste à ses heures perdues, si je puis dire. Pas tout à fait perdu, il y consacre quand même pas mal de temps. Et c'est un passionné de vin. Et lui nous a concocté une dégustation assez inoubliable. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a, et bon, évidemment, c'était que de la ligotée sur le papier, mais il y a quelques participants, nous étions 9 autour de la table, il y avait des participants qui ont eu la bonne idée d'apporter des rouges et pas des moindres, comme vous le verrez dans un instant. Donc, pour nous mettre en bouche, et pas commencer tout de suite par des vins très rares, etc., nous avons attaqué avec un domaine qui s'appelle le domaine de la Souffrandière, des frères Brett Brothers, qui produisent d'ailleurs souvent des vins de négoce qui sont superbes, à très bonnes affaires, si je puis dire, mais ont aussi un domaine qui s'appelle le domaine de la Souffrandière, et ils ont un aligoté qui s'appelle la cuvée Aligato. Alors, ils n'ont pas été les seuls à penser à utiliser ce petit calembour peu d'origine japonaise. Il y a aussi dans le Jura, il y a Rousset-Martin qui a pensé aussi à ce calembour et qui l'utilise sur une cuvée jurassienne 100% aligoté. Ce serait intéressant d'ailleurs un jour de goûter des aligotés hors de Bourgogne. Et là, c'était un joli début. Nous avons beaucoup aimé. Et c'était alors un vin assez droit, assez précis, plutôt dans l'esprit de la ligotée tel qu'on le connaît, c'est-à-dire éloigné du chardonnay beurré qu'on peut trouver par exemple à Meursault ou sur certains terroirs comme le Corton Charlemagne. Et ensuite, à l'aveugle, j'ai goûté le deuxième. En fait, il n'était pas servi à l'aveugle, mais je ne voulais pas savoir ce que c'était. Et là, ça a été une énorme émotion. Énorme émotion. C'est le couple de Maure qui fait des vins en Chablis, qui est installé donc dans le nord, du nord de la Bourgogne. Et là, sur un aligoté, sur une plantation qui date de 1902. Donc des vieux cèpes qui ont plus de 120 ans, qui ont 120 ans puisque le millésime était 2022. La Souffrandière était
2021. Et là, énorme coup de foudre, coup de cœur, je dirais plutôt, sur ce vin que j'ai trouvé. Alors là, justement, ceux qui croient que l'aligoté est un peu sec en bouche et pas forcément très flatteur, là, on était face à un très beau vin. Ensuite, nous sommes arrivés à une des plus belles révélations de vin de ces dernières années. Pour moi, c'est l'aligoté Les Grands Champs, d'ailleurs, ça doit être une des dernières cuvées qu'il fait. Parce qu'ensuite il ne la fera plus. En 2020, un Bourgogne aligoté de Benjamin Gilbert, donc le domaine Gilbert-Gillet. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de le déguster. À chaque fois, c'est un choc. Et là, je renouvelle cette émotion. J'ai dégusté plusieurs fois, dont la dernière, c'était lors de la dégustation avec Tino Kuban. Il était placé en surplus, je dirais, en bonus face à deux aligotés de Tino. Et c'est un vin d'une grande densité, d'une très belle richesse aromatique. C'était absolument superbe. Alors, est-ce qu'on pouvait encore monter plus haut? Alors, nous avons goûté ça sur du poisson cru et ça allait très bien. Ensuite, nous avons goûté une cuvée de Charles Lachaud. Donc, Charles Lachaud, c'est le domaine Arnaud Lachaud. Charles Lachaud a été consacré meilleur vigneron du monde il y a 2-3 ans, qui d'ailleurs a valu le fait que ces vins sont devenus d'un seul coup introuvables, ce qui arrive malheureusement quand quelqu'un est consacré. C'est comme les restaurants 3 étoiles ou les meilleurs restaurants du monde et vous devez attendre 6 ou 9 mois avant de trouver une table, ben c'est pareil. Là, c'était les Champs d'Argent, c'est son vin de négoce. Donc, il achète lui-même les raisins, d'ailleurs, sur pied. Il connaît les raisins, d'ailleurs, il participe aussi très souvent, d'ailleurs, à tout le travail dans la vigne, sauf que les vignes ne lui appartiennent pas, donc c'est comme si c'était dans le domaine. Et là, les Champs d'Argent en 2019, c'était un très beau vin, avec beaucoup de caractère, énormément de fruits. On sent à peine l'élevage. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a peut-être pas l'élevage, ou alors il doit passer dans les jarres ou dans les bonbonnes en verre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était tellement pur et cristallin. C'était un très, très, très beau vin. Et ensuite, nous avons goûté les Jardins Vivants de Tino Kuban, les REP en blanc 2020. Alors, je ne me souviens plus du millésime que j'ai dégusté avec Tino sur cette même cuvée, mais cette cuvée m'a paru plus fermée et je pense que le vin aurait peut-être gagné à être ouvert avec un temps d'avance. Là, c'était quelques heures, 3 heures, je pense, mais ça aurait dû être suffisant. Mais ce vin m'a paru un peu fermé par rapport à ce que j'osais espérer, parce que d'habitude, c'est rien qu'on est, c'est explosif. Là, c'était, bon, évidemment, c'était un nez expressif, mais moins que ce que j'ai pu déguster récemment, mais c'était un très, très, très beau vin. Et ensuite, donc, nous avons goûté cela au fur et à mesure les plats arrivaient. Donc, bon, après, on repassait d'un vin à l'autre. On n'a pas forcément mis chaque vin en face d'un plat. Là, c'était un plat à base de betterave. Je pense que c'est un des plus beaux plats de betterave que j'ai jamais goûté de ma vie, qui était dans une marinade absolument magnifique, qui était d'une douceur et en même temps un peu citronné, avec un très très bel équilibre en bouche. Franchement, le chef de ce restaurant est un chef très talentueux. Ensuite, nous avons goûté la version aligotée de Arnaud Hante. Alors, en 2015, il y a quelques jours, vous trouverez d'ailleurs la vidéo sur ce canal d'une rencontre entre amis où nous avions goûté un morceau d'Arnaud Hante en 2015. Là, nous avons goûté un Bourgogne aligoté qui était extrêmement précis comme tout ce que fait Arnaud Hante, avec des aromatiques très, très, très fines, très légèrement réglissées, un côté toujours un peu citronné. C'est immanquable, cette acidité qui est assez présente, qui soutient le vin et qui lui donne un air. Donc, très beau vin. Et ensuite, j'ai goûté pour la première fois de ma vie un vin de Nicolas Faure. Je n'en avais jamais goûté. Alors, Nicolas Faure est un vigneron qui a une toute petite production et qui produit quelques cuvées en blanc et quelques cuvées en rouge, dont cet aligoté qui s'appelle la Corvée de Bully en 2017. Je pense que toutes les bouteilles, toutes les parcelles sont dans les Côtes de Nuit. Et là, il y a 728 bouteilles
qui ont été récoltés, donc 2 fûts et quelques. Ça fait pas beaucoup. Et j'avoue que là, j'étais devant la perfection. Si je peux qualifier d'un vin parfait, là, nous étions devant une sorte de perfection. Là, je pense qu'on retrouvait beaucoup des qualités des autres vins, avec un équilibre qu'on retrouvait dans certains vins. On avait l'impression que c'était le meilleur de tout ce qu'on avait goûté, et Dieu sait que les niveaux étaient extrêmement élevés. Là, nous avons l'impression, je dirais, un Gilbert Gillet un tout petit peu plus aromatique, peut-être pas aussi dense, mais plus de plaisir en bouche. En tout cas, c'était pour moi un équilibre absolument merveilleux. Et ensuite, nous sommes passés à la cuvée d'Auvenay. Donc, l'ordre était choisi par l'organisateur, et je n'ai pas demandé pourquoi c'était comme ça, mais en tout cas, c'était intéressant de les déguster dans ces ordres-là. Peut-être aussi les millésimes, parce que nous sommes passés du millésime, nous étions dans les millésimes 2022, 2021, 2020, et puis 2017, 2015, et là, nous passons à 2014, avec la fameuse parcelle sous Châtelet, en Bourgogne, à les côtés du domaine d'Auvenay de la Loubise-le-Roi. Alors, moi, j'ai eu l'occasion et la chance de goûter à plusieurs reprises cette cuvée. En 2014 aussi, je pense, une fois. Là, il y a toujours cette réduction typique qu'on retrouve chez Madame Leroy. C'était superbe. C'était un très, très beau vin que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons alors, encore un autre énorme domaine. Là, du coup, toujours en 2014, un autre très, très, très grand domaine de Bourgogne, si ce n'est un des 2 ou 3 plus grands domaines en blanc, qui est le domaine Coche-du-Riz, connu pour ses meursault. Donc après la Ligotée en 2015 de Arnaud Hante, voilà un autre énorme domaine qui est basé à Meursault. Et là, nous étions avec la Ligotée de Coche-du-Riz, un monstre de puissance, absolument magnifique, vraiment très beau. Et je pense que c'est presque sur celui-là que nous avons clos. Il nous restait encore un vin. Et là, nous sommes allés chez Claire Naudin. Claire Naudin qui est à la fois la vigneronne du domaine Naudin-Ferrand, mais aussi qui a des cuvées en son nom. Et là, nous avons goûté le Clou 34, une cuvée très rare, toujours en 2014. Donc c'est intéressant de goûter 3 2014. Alors 2 qui étaient en Côte-de-Beaune, plutôt du côté de Meursault, et un troisième qui lui était à Magny-les-Villers. C'est une très vieille parcelle avec des assemblages, donc il y a jusqu'à 5 parcelles. Le vin était extrêmement aromatique, très parfumé et en même temps d'une grande densité. Alors, Claire Naudin travaille un peu comme Jean-Yves Bizot de manière extrêmement soignée. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, ils le sont tous, mais il est particulièrement sensible au fait d'utiliser très 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 peu de soufre. Et donc ces cuvées tiennent merveilleusement parce que la qualité des raisins à la base est exceptionnelle. Ensuite sont venues les surprises. Tout cela alors sur des plats absolument magnifiques, dont des raviolis que j'ai adorés. Et là, nous avons attaqué le premier rouge. Et le premier rouge fut pour moi un choc énorme. C'est un vigneron que j'avais tellement envie de déguster une fois dans ma vie. C'est Kei Shogai, un japonais établi à Beaune, qui travaille sur des cuvées en haute couture. Et là, nous étions sur un Gevrey-Chambertin village qui s'appelle Barak. En année 2022, il y a eu 3 fûts qui ont été faits sur ce vin, 911 bouteilles, c'est très peu. Donc 3 pièces, on va dire plutôt que 3 fûts, 3 pièces de 228 litres. Une couleur très claire, de l'infusion, un vin que je mettrais au rang des meilleurs Pinot Noirs que j'ai jamais bu dans ma vie. Pas loin de la perfection, peut-être même carrément parfait ce soir-là. Il était à la bonne température, il était goûteux, il était aromatique, il était floral, encens, rose fanée, une merveille. Et derrière, cet ami qui avait apporté une bouteille, quelqu'un d'autre avait pensé aussi à apporter un Kei Shogai. Et là, nous avons goûté le Pommard. Là aussi, c'est une petite cuvée. Alors, il y a un peu plus de 2000 bouteilles qui sont réalisées. Là, c'était un Pommard sur 2022 également, qui était, je pense, un tout petit peu sur la réserve par rapport au Gevrey. Le Gevrey était tellement exaltant. Là, le Pommard est un peu plus sur la réserve. Peut-être un tout petit, lui manquait peut-être un tout petit peu de délivrance pour qu'il donne tout ce qu'il a
dans les tripes et dans le ventre, mais c'était une très 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 belle cuvée, attention. Mais bon, il y a aussi ma sensibilité pour les vins de nuit. J'ai plus l'habitude de goûter les vins de nuit, donc il y a certains marqueurs qui réveillent mes sens par rapport à Pommard, qui est une appellation finalement que je goûte assez peu dans l'absolu. Et ensuite, nous avons eu un intermède champagne, deux cuvées d'Aurélien Lurquin, qui est un petit domaine, mais grand par la qualité des vins. Et donc, nous avons goûté un pur meunier, qui s'appelle les Crayères du Levant, qui est vinifié 12 mois en fût sur lit, sur la vendange 2018, et qui a été dégorgé en 2021. Donc, il a été dégorgé il y a quelques temps, donc il a commencé à prendre de la bouteille. Il y a eu au total 934 bouteilles et 25 magnums, c'est très peu. Là aussi, c'est un champagne qui est très prisé par les amateurs de grands champagnes. Effectivement, c'est un vin énorme sur ce cépage qui est beaucoup moins connu, un cépage, une variante du Pinot qui s'appelle le Pinot Meunier, qui est un des trois cépages les plus utilisés avec le Chardonnay et le Pinot Noir, qui nous a amené avec un très bon accompagnement culinaire et gastronomique sur une autre cuvée d'Aurélien Lurquin qui s'appelle les Forcières, qui est une cuvée 100% Pinot Noir, qui était absolument superbe, alors beaucoup plus vineuse que le Pinot Meunier, beaucoup plus marquante et frappante, et je pense que l'ordre des deux champagnes était bien choisi. Et là, on est 11 mois sur lit, sur une vendange 2017, dégorgé en 2020, donc un an plus tôt, 1400 centibouteilles, c'est très peu, et tiré en 2018. Ensuite, nous avons continué, nous avons un petit intermède en passant par le Pinot Noir de Champagne pour revenir au Pinot Noir avec une superbe réalisation de Jérôme Brettaudeau et son Statera qui m'éblouit à chaque fois que je le goûte parce que je trouve énormément sur le fruit, énormément expressif, très direct. Et là, nous avons goûté ça sur un formidable riz de veau que j'ai d'ailleurs dégusté aussi avec le blanc, un peu de blanc qui me restait, pour voir comment étaient les accords entre le rouge et les riz de veau et le blanc. Et ensuite, un des amis à table a choisi un vin sur la carte qui était dégusté par la table voisine avec qui nous avons beaucoup échangé, qui est un Clos des Lambrais 2018. Donc, l'ayant goûté chez nos voisins, il a décidé d'offrir la bouteille à la tablée. Et nous avons fini sur un Clos des Lambrais 2018. Magnifique cuvée, grand cru sur Moret-Saint-Denis, absolument superbe, qui était d'une grande puissance aromatique, mais tout en finesse. C'est le vin de nuit, le beau pinot noir comme je l'aime, avec une couleur un tout petit peu évidemment plus marquée et plus marquante que par exemple le Statera ou les vins de Kei Shogai. Un autre profil, beaucoup plus d'élevage bien entendu, ça passe dans des fûts neufs, mais c'était magnifique. Et pour continuer dans l'esprit du pinot noir, ben, nous avons fait une incursion dans le Nebbiolo et dans le Barolo, parce qu'on dit souvent que les vins de Nebbiolo sont les cousins éloignés de la Bourgogne. Et là, nous étions sur Giuseppe Rinaldi, le grand Giuseppe Rinaldi, avec sa cuvée en Barolo Tretine. Et là, nous étions sur un 2011, je crois, magnifique, vraiment superbe. Et pour continuer dans le même esprit du Pinot Noir, un Grenache, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais là, du château de Fonsalette, un Grenache avec de la Syrah, qui est la cuvée principale du château de Fonsalette, qui est un assemblage. Et là, je me demande s'il n'y a pas un peu de Merlot, parce qu'il y a une cuvée Syrah, une cuvée Merlot Syrah. Et là, nous étions sur la cuvée, je dirais, classique. Et là, c'était un magnifique Rénaud, tout en infusion, tout en maturité. Alors là, on est sur des notes beaucoup plus sudistes, qui vont vers la garrigue, vers l'olive noire. C'était très beau. Et je pense qu'on s'est arrêté là. Et ah non, ben non, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes revenus en Bourgogne et quelqu'un avait eu la bonne idée d'apporter un Ecceso, grand cru du domaine Berthaud Gerbet en 2019, que je ne connaissais pas. C'était intéressant de le goûter et d'essayer de comparer avec ce que nous avions goûté avec le Clos des Lambrais. Et là, on était sur un vin beaucoup plus
aromatiquement beaucoup plus, des notes beaucoup moins d'encens et de champignons. On était, et moins d'élevage. On était sur un vin beaucoup plus sur les fruits, sur la rose. Et c'était une très belle conclusion à une soirée où nous avons fait pendant quelques temps les allers-retours entre les différentes cuvées au grand bonheur et au grand plaisir de tous les dégustateurs. Nous sommes quittés dans la nuit après un très long épisode d'échange, de passion, d'expérience, de partage d'expérience, où chacun raconte ce qu'il vit à travers le vin. Évidemment, aucun de nous se dédie à 100% au vin. Nous sommes tous des passionnés. Et au restaurant Elmer, nous avons eu une suite de plats absolument magnifiques. Et un sommelier d'ailleurs qui est un grand amateur de vin et qui en connaissait tout un chapitre sur pratiquement tous les vins que nous avions dégustés. C'est quelqu'un qui doit souvent goûter les vins et en tout cas qui a été quelqu'un qui nous a beaucoup documenté et aidé à mieux comprendre toutes ces merveilles de tous ces aligotés, un rayon qu'il avait l'air de bien connaître. En tout cas, une très très belle soirée consacrée à un cépage beaucoup moins connu, qui est réputé moins noble, mais qui n'est pas moins noble, je peux vous dire, que les autres grands cépages. Et en tout cas, une superbe soirée. Je vous dis en tout cas à très bientôt.